Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Art de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Panasonic S5 Mark IIX, donc mon premier réglage du S5 Mark IIX. Je ferai peut-être que celui-là et le réglage complet, donc ce sera une vidéo assez dense où j'irai dans absolument tous les menus. Donc là, j'ai branché le S5 Mark IIX sur mon enregistreur externe et on va voir tout ce qui se passe dessus avec la particularité où le menu, quand vous êtes en info HDMI, s'affichera juste en haut de l'écran. Et puis voilà, donc on va commencer hop, en rentrant dedans. Donc je vais aller en photo. Donc comme vous voyez, on a photo, vidéo, on a des réglages un petit peu personnalisés. On a d'autres réglages de base, comme l'heure ou des choses dans le genre. Et après, on aura une section où on peut enregistrer nos propres petits réglages si on veut avoir accès rapidement à certaines choses, comme par exemple ici, l'enregistrement sur l'USB SSD. Donc j'ai mis le SSD dessus, hop, comme vous pouvez juste le voir ici, pour pouvoir vous montrer ce que ça donne lorsque je passe en SSD. Et puis voilà. Donc on fait ça tout de suite. Donc au début, on a tout ce qui va être paramètres d'image, style photo et tout ça. Ce qu'il faut faire attention et qui est un petit peu dommage, on a un onglet photo et vidéo. Et moi je vous conseille d'en prendre un des deux univers si vous faites les deux et de le mettre sur des modes custom parce que par exemple le style de photo ne change pas de photo à vidéo. Donc c'est un petit peu plus chiant si vous voulez avoir du vlog et du naturel. J'espère que mon micro il prend pas trop mon ordi qui est en train de faire des trucs à côté. Mais voilà, ça va vous poser des problèmes et il y a plusieurs petits items comme ça où ça va se translater de l'un à l'autre et c'est pas vraiment pratique. C'est dommage hein, pour un appareil photo hybride de pas pouvoir à la fois avoir ses réglages photo et vidéo séparés, mais c'est le cas ici. Donc Lumix, ce serait bien de nous faire ça. Donc ici, quand on arrive, on est dans style photo, donc on a le style naturel, celui que je préfère en général. Je n'ai pas encore regardé, mais j'aime bien quand les profils sont déjà dans Lightroom, c'est déjà un petit peu plus facile puisque même si on retouche la photo, ça fait une base sur laquelle partir. Et donc de base c'est standard, on a éclatant, naturel. Et voilà, je vais passer un petit peu tout flat, donc c'est un peu la même chose que naturel mais encore un petit peu plus plat. Paysage, donc c'est tous les styles d'image qu'on va avoir basiquement dans n'importe quel appareil photo. On a le monochrome. Moi je préfère mieux le faire après, mais après si vous voulez avoir, ça a vraiment l'impression de prendre une photo en monochrome. Après on verra qu'il y a quand même une option pour mettre son viseur en monochrome tout en prenant la photo en couleur, donc ça peut être aussi intéressant. Hop, donc il y a plein de petites options, et là on commence à être dans les profils un peu vidéo, donc le Cinelac D2 c'est un profil avec un petit peu plus de dynamique. Mais pas autant que le vlog, pardon. Voilà, vous avez plusieurs types de profils. Et vous pouvez régler le genou. Donc c'est plus des profils vidéo, mais vous pouvez prendre des photos en vlog. Sachez juste qu'en vlog, vous êtes limité à 640 ISO de base. Donc il faut bien le faire. Et on a aussi le lot temps réel. Donc vous pouvez enregistrer un lot, donc on verra ça aussi tout à l'heure dedans. Et vous pouvez directement l'appliquer, et c'est ce que fait lot temps réel. Donc par exemple, une chose intéressante, c'est si vous streamez et que vous voulez quand même avoir vos réglages avec votre vlog plus la lutte, et ben vous pouvez directement avoir ça, ce qui est plutôt vraiment assez pratique. Hop, et donc on a des styles personnalisés, donc vous voyez c'est plutôt fourni, et donc je vais revenir en arrière, donc ça reste naturel puisque j'ai pas validé. Hop, mode de mesure, donc on a les modes habituels, hein, ce qui est marrant, ce qui est un petit peu dommage chez Lumix, c'est qu'ils expliquent pas vraiment ce qui se passe dans l'appareil photo, donc vous serez un petit peu perdu au départ lorsque vous allez dessus, et donc des fois c'est difficile à expliquer. Donc là on a spot, on a deux modes spot, après est-ce que c'est un spot, ça doit être normalement haute lumière. Vous voyez, c'est pas forcément possible d'être vraiment précis là-dessus. Il y a un manuel utilisateur si vous voulez avoir des choses assez précises dessus. Je vous engage à aller le voir. Je ne vais pas tout vous expliquer ici parce que j'aime bien que les gens réfléchissent un peu par eux-mêmes. Et puis voilà, donc moi j'utilise toujours le mode général, donc celui qu'on pourrait dire matriciel chez Nikon. Les Sony, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à peu près la même chose. Et là, ça doit être les hautes lumières, et il doit y avoir un spot central et un spot que vous pouvez bouger avec le collimateur autofocus. Hop, format, on a 3,5, 4 tiers, voilà, on a tout ce que vous voulez. Hop.
Donc voilà, c'est quand même expliqué, donc vous pouvez faire de panorama avec, pardon. 2.1, c'est le format photo, le format d'écran de votre appareil photo, enfin de votre téléphone, pardon. Hop, donc moi je reste en 3,5 puisque ça fait tout le format du capteur, et comme ça, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez vos 24 millions de pixels tout le temps, ce qui ne sera jamais le cas. Par exemple, si vous mettez en 4 tiers, il y aura forcément des choses qui seront rognées sur les côtés et vous perdrez de la définition. Donc après, encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus immersif, ou on contrôle peut-être mieux sa photo quand on a le vrai cadrage qu'on veut, mais en post-production, enfin lorsqu'on veut retoucher, c'est beaucoup plus simple d'avoir toute la photo et de pouvoir décider après de ce qu'on fait. Après, ça dépend bien évidemment de votre pratique derrière. Donc en qualité d'image, on a toujours le RAW seul, le RAW standard et le RAW haute qualité, et on aura les JPEG standard et fine. Et donc si vous ne savez pas, la seule chose que ça fait, c'est que ça diminue la définition de votre JPEG. Il sera un petit peu plus petit en nombre de pixels. Donc, format d'image, donc voilà, on peut avoir aussi donc pour le JPEG, ça doit être plus la compression, mais là on peut choisir une taille, donc 24, 12 et 6. C'est dommage qu'on n'ait pas un intermédiaire comme 16 millions de pixels ou un truc dans le genre, mais c'est quand même pas mal hein, si vous voulez pouvoir faire peut-être des photos pour les réseaux sociaux ou des choses dans le genre, où vous avez un reportage à faire, vous savez que les photos seront pas très grande, et ben vous pouvez choisir de mettre par exemple S, et ça vous fera des photos beaucoup plus petites, parce qu'il n'y a pas, comme vous l'avez vu, il n'y a aucun RAW compressé là-dessus. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est que du RAW non compressé, même si Panasonic le dit pas, hein, parce que aucun fabricant va vous le dire en général, à part Nikon qui a récemment admis qu'il faisait plus de RAW non compressé, parce que si vous ne le savez pas, par exemple, Canon a toujours fait du RAW compressé, mais là c'est du RAW non compressé, donc ça risque de prendre quand même beaucoup de taille pour 24 millions de pixels, si ça vous intéresse. On a le réglage du mode haute résolution, donc on a plusieurs modes. Donc voilà, on a la qualité d'image où on peut faire en combiné, donc combiné c'est donc en fait, combiner, ça fait comme c'est dit, au lieu de choisir RAW Fine, et ben, en combiné, ça se translatera de ce que vous avez choisi en photo là-dessus directement. Donc je laisse ça là-dessus. On a la taille d'image qui est XL et LL, donc c'est un bon compromis. Vous pouvez avoir juste une définition de 1,5 fois en air, ou vraiment avoir 2 fois plus, une image 2 fois plus grande. Et donc ça peut être assez intéressant, sachant que à main levée, apparemment c'est possible de prendre des photos avec les deux. J'ai pas encore testé, je vous montrerai ça pour le test. Mais bien évidemment, les 48 millions de pixels, ce sera beaucoup plus facile. Et je crois que celui-là, le 48 millions de pixels, est admis par Lumix comme étant capable de le faire à main levée, et pas le 96. Mais il y en a qui ont réussi, donc voilà. Hop. Donc on peut changer la simulation de prise de vue, comme on pourrait le faire lorsqu'on fait du flash, puisque lorsqu'on fait du flash, on veut voir l'image, mais on n'a pas l'exposition avant. Donc voilà, c'est un peu ce que ça fait ici. On peut faire bien évidemment le retardateur si on est sur pied et qu'on veut, je sais pas, être sur l'image, ou que l'image ne bouge absolument pas, parce que les images de haute définition, elles peuvent souffrir de ça, hein, des micro-vibrations, donc ça peut aider. Et on a aussi une option qui permet d'optimiser le flou, le traitement d'image directement dans le boîtier. Et voilà. Ok, c'est bon. Donc je peux... Parce que mon ordi faisait une mise à jour, désolé. Hop, et voilà, donc comme vous l'avez vu ici, image résiduelle, flou de bouger et minimisé. Donc il y en a un qui doit peut-être un petit peu attaquer la netteté de la photo, et peut-être que l'autre sera mieux lorsque vous êtes sur pied, comme ça vous aurez une image un petit peu plus pure. Réduction du bruit, exposition longue, j'ai tendance à pas le faire parce que si vous faites de la photo d'étoiles, ça va augmenter le temps de process de la photo sans forcément augmenter drastiquement la qualité de l'image, et du coup ça va vous faire perdre du temps. Par exemple, si vous voulez faire du stacking de photos pour avoir moins de bruit, et c'est un peu ambivalent de faire ça, parce que au final, vous vous retrouvez à prendre beaucoup moins de photos et donc avoir beaucoup moins de possibilités d'enlever le bruit derrière. Donc moi, je le mets sur off.
Double ISO natif, alors on a ça sur le Lumix, ce sera beaucoup plus simple. Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent ça en photo et en vidéo. Mais de manière générale, on n'a pas besoin de s'en servir en photo, puisqu'on est en profil standard. C'est que lorsque vous êtes en vlog, que ça va être intéressant. À savoir qu'il y a 2 ISO natifs de 640 et de 4000 ISO, où normalement on a la même dynamique et le même bruit. Mais en photo, c'est pas forcément très utile. Et lorsqu'on le met sur auto, on a accès à toute la plage ISO, et lorsqu'on le met sur low, on a accès à la plage basse, et sur high, on a accès à la plage 4000 ISO. Sensibilité ISO, donc voilà, on peut la choisir ici, mais il y a un bouton sur le boîtier, et moi j'ai choisi de le mettre sur la molette arrière. Hop, réglage limite, tata. Donc je mets sur auto, oui voilà. Donc en fait là il n'y a pas de limite, mais vous pouvez limiter l'ISO auto en fonction de ce que vous voulez faire. Donc il peut arriver que vous soyez par exemple en mode S, donc mode vitesse mais ISO auto, mais par contre vous ne voulez pas que les ISO aillent au-dessus de par exemple 25600, 24600 ISO. Et ben c'est une très bonne façon de travailler, même si bon bien évidemment au bout d'un moment vous serez limité et vous n'arriverez plus à avoir la vitesse que vous voulez, ou surtout l'exposition que vous voulez, mais ça peut être bien de limiter les ISO quand vous le voulez, et donc l'option est ici. Hop. Donc obturateur mini, donc pourquoi il tatata. Allez voilà, c'est ça. En fait c'est un truc qui est toujours embêtant dans n'importe quel appareil photo, c'est qu'au lieu de vous laisser toujours les options que vous voulez à regarder et à dire bon je vais sélectionner ça, il faut que par exemple je me mette là sur P ou A, c'était ça, et que je revienne, et là il veut toujours pas le faire, impossible, dans ce mode, sensibilité, ah bon, attends, c'est quoi, vitesse mini auto, ah oui d'accord, donc c'est quoi le problème, attends, display, tac tac tac, attends je vais me remettre, c'est assez bizarre parce que je vois pas les displays, donc en ISO, on va voir ce que ça fait si je suis à 800. Ça ne marche pas. Donc il faut que je me mette en auto apparemment. Ok, donc auto, voilà. Et donc voilà, ça sert à régler bien évidemment la vitesse d'obturation mini que vous pouvez, donc par exemple si vous voulez faire de la photo d'oiseaux ou des trucs dans le genre, il y a une vitesse par exemple qu'il faudra pas, on va dire qu'il faudra pas passer en dessous de 1 demi-millième de seconde, et donc ça vous permet de bloquer sur une vitesse supérieure pour pouvoir faire les photos que vous voulez et avoir les photos qui sont nettes. Hop, donc je vais rester sur A jusqu'à ce qu'ils me disent que je ne peux plus gérer ça. Donc avec plage de dynamique, donc vous pouvez voilà, régler, comment dire ça, faire en sorte que l'appareil photo prenne des photos avec une dynamique plus élevée. Donc lui il va directement, au lieu que ce soit vous à la retouche qui voyez ça, augmenter la dynamique, donc un peu aller tirer les noirs et baisser les hautes lumières pour avoir cet effet là. Moi je le mets pas parce que je préfère mieux gérer ça tout seul, et comme ça peut, suivant les appareils photo, avoir une influence sur le RAW, je préfère mieux ne pas toucher ça. Compensation du vignettage, alors ça je sais pas si je devrais le laisser, pour l'instant je le mets sur off, mais comme je vous ai dit, le problème c'est que ça peut affecter la vidéo, donc après si vous le mettez sur mode custom c'est pas un problème, mais voilà, c'est pour ça que j'ai dû le laisser sur off et qui sera en off en vidéo, puisque j'essaye d'avoir le moins de corrections possible, comme il y a les corrections intégrées des objectifs en général dans Lightroom, j'ai pas trop de problème avec ça. Après on a une option qui est assez particulière, donc on peut changer les dominantes de couleur dessus, donc voilà, vous avez une graduation, vous pouvez régler le rouge et le bleu, et puis voilà, compensation de la diffraction, donc encore une fois c'est un truc que j'ai mis sur off, mais vous pouvez compenser la diffraction. D'ailleurs c'est une chose qui est sur pas beaucoup d'appareils photo, donc bien évidemment la diffraction c'est ce qui arrive lorsque vous fermez beaucoup, et donc ça peut peut-être vous aider là-dessus à un peu limiter la baisse de netteté lorsque ça arrive, mais bien évidemment c'est pas un processus optique, donc voilà, il faut voir si c'est juste pas un petit peu plus de netteté qui est ajouté, et la photo reste quand même de mauvaise qualité à cause de la diffraction. On peut configurer des filtres, donc effet du filtre, hop, donc voilà, ici, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est là, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que, comment dire ça, ça montre
comment dire ça, directement, on n'a pas ce petit bouton filtre qui fait un peu pas professionnel sur l'appareil photo. Là, c'est bien caché dans les menus, mais ça reste les petits filtres que vous pouvez mettre un peu rigolo, voilà, qui sont c'est généralement sur une molette sur votre appareil photo. Et ils sont du coup ici. Hop. Et attends, ok, bon, on verra ça. Mais je vais enlever, je vais faire off. Simultané, sans filtre. Et donc des fois, il y a des choses comme ça, vous ne comprendrez pas pourquoi il ne veut pas vous faire... Donc il y a forcément une raison derrière. Mais je ne vais pas regarder ça tout de suite, puisque ça ne me dérange absolument pas pour faire marcher l'appareil photo, et je pense que ça ne vous dérangera pas non plus. Après, je peux me tromper, mais vous achetez pas un appareil photo qui a cette qualité et qui est censé faire des choses professionnelles tout en étant vraiment pas très cher pour utiliser les filtres, mais après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Donc là, on est sur le réglage focus vidéo, donc réglage de la détection AF, donc c'est sur off. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est à l'extérieur, je vais peut-être enlever ça, hop. Lorsque vous allez sur le bouton qui est juste enfin derrière la sélection de l'autofocus, puisque c'est une molette qui sert un peu comme sur certains Fuji et sur certains Nikon. Donc là je suis en continu, et si j'appuie au milieu, hop, je me retrouve avec les zones, donc qui sont au-dessus, ici. Je sais pas pourquoi j'ai pas accès au précis. Il faudra que je vois ça. Peut-être parce que je l'ai désactivé, on verra ça. Mais là, vous avez vu, il y a le suivi, la zone totale, la zone, tata, et une zone. Et après, du coup, comme ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut activer avec la flèche, avec le dessus, détection, et le désactiver. Et après, on peut choisir sa zone AF, comme on veut, ici. Par exemple, je peux mettre comme ça, et c'est bon. Puis voilà. Donc si je reviens là-dessus, c'est pour ça que c'est pas réglé, c'est parce que j'en ai pas besoin maintenant, et ça perturbe moins, je trouve, le suivi quand vous voulez suivre un truc un petit peu plus précisément, que d'avoir vraiment à chaque fois il va détecter un humain, ou il va essayer de détecter quelque chose qu'il ne comprend pas et qui est pour lui un être humain. Donc voilà, là, les sujets à détecter, on a... Alors c'est toujours assez marrant, déjà, si vous regardez les menus, le premier menu est bien marqué en français, suivant ce qui est expliqué, par exemple Focus Picking, c'est en anglais. Mais là, au lieu d'avoir humain, visage et œil et animaux humains, on est en anglais. Et il y a beaucoup de menus qui sont comme ça, où tous les derniers onglets sont en anglais. Mais c'est, voilà, je suis bien en français, donc c'est un petit peu étrange, mais ça arrive. Et donc on a cette chose assez étrange où, si vous voulez avoir la meilleure détection, il faudra mettre humain, puisque lorsqu'il détectera plus l'œil, il détectera le visage ou même tout le corps. Mais si vous mettez que face et œil, vous allez vous retrouver avec, vous vous retournez, il verra plus que c'est vous, et il va essayer de chercher un autre visage ailleurs tout de suite. Alors je dis pas qu'il le fait pas en humain, mais il va être beaucoup plus attentif au fait que vous vous retourniez et dire il a peut-être pas disparu, mais en œil et visage c'est différent. Alors je sais pas pourquoi les deux coexistent, pourquoi c'est pas dans humain qu'il y a vraiment un réglage plus particulier, ça je ne saurais vous dire. Et donc après il y a encore, de toute façon dans tous les modes il y a humain, et il y a le mode animaux, qui va pas détecter les yeux lui, mais apparemment il serait capable de le détecter, mais il le montrerait pas. Ça sent un petit peu l'excuse, mais vous avez tout ce type de détection, donc à voir si les oiseaux sont détectés. Je n'ai pas du tout testé avec un tel objectif l'appareil photo, donc je pourrais pas vous dire ça. On a le réglage perso, donc vous pouvez le mettre de base, je savais... parce qu'en vidéo, on peut mettre sur off ou on. Là, apparemment, on a juste ces réglages personnalisés. Donc voilà, vous pouvez changer la sensibilité. Ça marche un peu comme chez Sony, où on a pas beaucoup de réglages. Bon, après, si, il y a la prédiction du mouvement en plus. J'ai pas encore vraiment cherché, mais parce que déjà, l'autofocus marche assez bien comme ça. Mais on a 4 réglages possibles. Donc c'est un peu comme chez Canon, Fujifilm,
ou les choses dans le genre, où on a 4 enregistrements possibles, et il va vous indiquer sur à quel moment c'est utile d'utiliser ce type de réglage. Limiteur de mise au point, donc vous pouvez programmer, alors 7, vous pouvez programmer voilà, une distance, je ne vais pas le faire là parce que je suis vraiment trop court ici, mais vous pouvez lui dire, voilà, je veux que tu mettes au point là, et je veux que tu mettes au point là, et je veux juste que ce qui est entre les deux soit mis au point. Donc par exemple, si vous avez peur que l'autofocus ne marche pas correctement, si vous savez que vous n'allez pas trop bouger, vous pouvez mettre le point un petit peu devant et un petit peu derrière, et la zone limite de mise au point fera que votre visage est constamment suivi. Il ne va pas essayer de chercher d'autres visages qui vont être ailleurs. Donc, si vous voulez faire, je sais pas, une interview dans une foule et que vous avez un pied, oui, c'est un petit peu compliqué, eh ben, ce sera peut-être la solution. Mais ça peut servir dans plein de situations différentes. Voilà, que vous fassiez de l'animalier, de l'interview, les choses dans le genre. Vous pouvez vraiment limiter la zone, donc limiter les problèmes d'autofocus et le fait que l'appareil photo essaye de trop réfléchir sur une distance trop longue. Lampe d'assistance AF. Alors là, ça c'est assez marrant. Je l'ai mis sur on, je l'enlèverai peut-être, parce que normalement, si vous ne le savez pas, la lampe d'assistance AF, qui est une espèce de lumière blanche ou rouge, qui est là pour, bien évidemment, assister l'autofocus, c'est très dérangeant déjà pour les modèles lorsque vous les prenez en photo, ou n'importe quel ami que vous prenez en photo. Mais normalement, ça ne marche qu'en one-shot, sauf que lui, pour l'autofocus continu, il l'utilise quand même, puisque, bien évidemment, j'ai testé. Et voilà, il s'en sert pour accrocher la cible en autofocus continu, mais du coup ça marche plus ou moins bien, puisque si d'habitude on l'utilise pas en autofocus continu, c'est que bien évidemment quand il a plus la lumière, c'est un petit peu plus compliqué pour lui à suivre, mais c'est vrai qu'avec l'autofocus de phase mêlé à l'autofocus de contraste, c'est un petit peu plus facile à l'appareil photo de faire ça. Donc faites attention, hein, si vous faites de l'AFC, donc de l'autofocus continu, et que vous vous dites j'ai pas besoin d'enlever la lampe d'assistance autofocus puisque ça c'est pas censé marcher, et ben enlevez-la parce que ça marche quand même. Le focus peaking, donc on l'a bien évidemment là-dessus. Alors faut faire attention parce que si vous mettez de l'affichage boosté du viseur, ça ne marchera pas, on verra juste ça après. Donc voilà, vous l'avez, vous pouvez bien évidemment le régler de la couleur que vous voulez, et dès que vous passez en mode manuel, donc que ce soit manuel ou autofocus plus manuel focus, parce que vous pouvez, avec la bague de mise au point par exemple en vidéo, passer directement d'autofocus à focus manuel, et ben vous aurez le focus peaking qui se mettra. Et donc voilà, vous pouvez voir que vous pouvez pas l'afficher en AF continu, mais en AFS, ce qui est un petit peu étrange, puisque comme c'est un AF ponctuel, je vois pas en quoi vous avez besoin que ça s'affiche en même temps. Ou peut-être que c'est pour oui, ça peut servir pour confirmer votre mise au point une fois que l'autofocus s'est fait et qu'il a verrouillé sa cible. Hop, on a bien évidemment ça qui nous sert, comment dire ça, ça détermine la vitesse de mouvement du collimateur autofocus lorsque, comment dire, vous le baladez, donc là c'est rapide, et si je reviens normalement, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Hop, et si je fais normal, en théorie, il va voilà, beaucoup moins vite. D'ailleurs, l'appareil photo a des petits bugs. Ça n'empêche pas de marcher, mais là, par exemple, si vous m'avez vu, peut-être entendu appuyer 2 fois, c'est que il ne revient pas tout de suite sur le menu. J'ai un écran noir qui s'affiche. Hop, mode de flash. Donc là, je vais aller très très vite. Alors donc, on a le flash, bien évidemment, on a le flash pour les yeux rouges, le flash vitesse. Voilà. C'est pas expliqué. C'est encore une fois très perturbant, vous avez des icônes qui sont, uniques à Panasonic, et ils expliquent absolument rien. Moi je suis pas très flash, donc je pourrais pas trop, et en plus j'ai pas de flash dessus pour vous montrer des choses. Donc voilà, TTL manuel, donc tout ce qui va être basique, on a là le réglage de l'exposition du flash, et on a la synchro qui peut soit servir à faire du flash standard, donc avoir un très très bon piqué, ou avoir du flou de bouger fait exprès. Voilà, et du coup, réglage flash manuel, j'ai pas de flash, donc je ne peux pas accéder à cet onglet. Conversation d'exposition auto, donc c'est lui qui détermine ce que ça va faire. Je suis pas sûr que ce soit très efficace, hein, sans fil. Voilà, donc vous pouvez activer plusieurs choses avec.
Et donc là, je pourrais pas vous montrer, puisqu'il va dire, voilà, non, j'ai pas détecté de sans fil, voilà. Et puis voilà. Donc on a les options de bracketing, d'ailleurs qui doivent être sur la molette qui est sur l'épaule gauche du boîtier. Donc le type, weight balance, pourquoi il veut pas? Parce que... Ah ouais, je peux pas le faire lorsque je suis en RAW plus Fine. Ah, c'est marrant ça. Donc vous le saurez. Et sinon, on a du bracketing de mise au point, d'exposition et d'ouverture. C'est bizarre ça. Ah oui, c'est assez marrant ça. Donc à mon avis, c'est pour avoir la possibilité d'avoir, comment dire ça, plusieurs photos à ouverture différentes pour pouvoir les mélanger et avoir plus ou moins de profondeur de champ. Donc vous avez tout ça ici. Donc je vous laisserai aller regarder. Voilà, vous avez plus de paramètres. Vous pouvez prendre le nombre de photos que vous voulez. Je sais pas si c'est autant qu'on veut. Mais voilà. Et ça va être à peu près pareil. C'est marrant ça. Je peux pas faire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Fatigué moi. Plus de paramètres. Donc on a les paliers. Donc vous pouvez voir que. Hop, on peut voir l'exposition, le nombre de photos. Puis voilà. Donc on a aussi la séquence. Moi j'aime bien laisser ça là-dessus. Mais je pense que vu que c'est sur une molette, je ne tomberai pas dessus par hasard. Mais souvent je préfère mieux mettre exposition négative, exposition à 0 et positive. Parce que si je suis dans le mauvais mode, ça me permet très rapidement de voir qu'il y a un problème et que je suis en bracketing. Réglage de theta. Voilà, encore un truc qui est très compliqué à comprendre. Pardon. Mode discret. Donc mode discret, ça doit être le mode qui permet à l'appareil photo de faire le moins de bruit possible. Donc comment dire ça, en limitant le mouvement des pièces, par exemple de l'iris ou des choses dans le genre, lorsque l'appareil photo marche. Donc pour être beaucoup plus discret. Hop, stabilisateur d'image. Hop. Donc on a le fonctionnement de base quand on l'active. Donc c'est ça qui est vraiment très bien dans l'appareil photo, c'est que même en photo, on peut, dans l'appareil photo, régler le stabilisateur comme on veut, ce qui ne serait pas le cas, par exemple chez Sony, il faut par exemple un téléobjectif pour faire ça. C'est un petit peu dommage, mais là, voilà, on a hop, le mode panorama, on a le mode normal, on a le mode off, donc déjà voilà, on a plus d'options que dans n'importe quel appareil photo. On a le moment où l'activer, donc soit tout le temps, soit juste au déclencheur. Donc si vous le mettez tout le temps, il n'y aura pas de problème, sauf que ça va user plus la batterie, donc je vous conseille de le faire avec pression sur le déclencheur. Stabilisation électronique vidéo, donc moi je l'ai mis sur non, mais on a la possibilité de le mettre. On a encore une stabilisation augmentée pour rester en fixe, donc un mode de trépied. Et on a la stabilisation anamorphique qui regarde en fonction de ce que vous êtes censé utiliser comme comment dire ça, facteur des squeezes. Donc on a 1,30, 1,33, 1,5, 1,8 et 2. Et donc si vous avez du 1,6, il faudra peut-être essayer de voir entre 1,8 et 1,5 comment ça marche. Puis voilà, information objectif. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que impossible de régler. Ah oui. Au départ je me disais pourquoi ça marche pas. Alors, comme c'est un objectif Lumix, il a déjà toutes les informations qu'il lui faut. Et donc, à mon avis, c'est quand vous avez un objectif manuel, c'est pour lui indiquer ce que c'est. Objectif anamorphique, enfin des trucs dans le genre, pour pouvoir indiquer la focale, pour pouvoir faire en sorte que la stabilisation soit correcte. Puis voilà. Réglage de prise de vue rafale. Donc on peut avoir, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que on a sur la molette, à mon avis, un rafale 1, un rafale 2. Et on peut régler dessus le mode high speed, donc rafale haute vitesse, et après le super high speed, qui est que le mode électronique, hein, puisque maximum en AFS, on est à 9 images par seconde, ce qui n'est pas énorme en obturateur mécanique, à 7 en autofocus continu, et si on utilise le SH, c'est 30 images par seconde, donc c'est vraiment pas mal, mais en électronique, donc on risque d'avoir du rolling shutter. Encore une fois, je testerai ça pour le test. Type d'obturateur, donc en mécanique, on va avoir auto, électronique.
Et donc ce qui est assez intéressant avec ces modes-là, c'est que ça vous permet d'avoir la meilleure vitesse qui est sélectionnée. Si vous mettez sur auto, ça va changer en fait le type d'obturateur en fonction de la vitesse, parce que l'obturateur électronique est plus rapide que l'obturateur mécanique. On n'est pas limité à un 8 millième de seconde, et donc ça permet de passer de l'un à l'autre sans avoir de problème. Dans l'autre sens aussi, sur les appareils photo de moyenne gamme, on va pas pouvoir passer en général plus des un quart de seconde, si je m'abuse, et donc ça permet d'aller jusqu'aux 30 secondes, donc à revenir en obturateur mécanique. Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser le mode auto. Et donc il y a tous les modes, donc on a mécanique, électronique, il y a front curtain, donc électronique premier rideau, et après on a ce mode là qui est un petit peu spécial, ici, retard de l'obturateur. Donc voilà, on peut régler le retardateur, convertisseur télé, tac, téléconvertisseur. Donc ça c'est un mode téléconvertisseur électronique, si je m'abuse. Si je m'abuse, je sais pas pourquoi je dis ça. Intervalle animation, donc voilà, on a l'intervallomètre ici. Hop, animation image par image. Ah, c'est le mode SNQ, non, c'est pas ça. Animation image par image, c'est quoi la différence? L'interruption règle la durée de l'intervalle. Après la prise de vue, les photos suivantes seront prises sans intervalle. Étrange. Début maintenant. Donc vous pouvez faire un délai et on peut régler le délai du démarrage en mettant un compte qu'on veut. Nombre de photos, donc bien évidemment là on règle par exemple 200 photos avec une intervalle de là, 1 minute par exemple. Mise à niveau expo, donc ce qui est bien c'est que lorsque vous faites un timelapse, c'est pas d'avoir des sautes d'exposition. Donc lui il va lisser l'exposition lorsqu'il voit qu'il y a une exposition qui est un petit peu trop haute. Voilà, et donc on peut faire un dossier d'enregistrement spécifique pour les intervalles, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, hein, au final. Hop, composition, affichage temps réel. Tac, tac. Alors si je fais... Hop. Démarrer. Attends, ça fait quoi ça, si je fais ça? Régler la vitesse d'obturation avant d'appuyer sur le déclencheur pour créer une image neutre. Ok. Hop. Donc on va abandonner ça, du coup. Et donc on a fini en photo. Donc comme vous voyez, il y a des onglets qui sont plus ou moins faciles à décrire, hein. Ça... Bon, par contre, mise au point, c'est facile. Flash, flash, oui. Et ce qui est marrant, c'est que pourquoi c'est autre photo qui ressemble à ça, alors que... Enfin, ouais. Voilà, c'est plus ou moins facile à comprendre. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà, on a encore une fois nos possibilités de régler ce qu'on veut. Sauf que si je change naturel en photo, eh ben, il restera aussi dans le mode vidéo. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est encore une fois un petit peu compliqué. Et du coup, on arrive ici. Donc les modes d'exposition, voilà. Comme je suis pas en vidéo, je vais pas bouger, puisque comment il faut se mettre spécifiquement en mode vidéo, c'est un truc un petit peu dommage avec le S5 Mark II X et le S5 Mark II, hein, puisque c'est la même chose. C'est de pas avoir de switch photo-vidéo qui aurait rendu tout plus pratique, puisqu'on aurait un univers photo-vidéo beaucoup plus cohérent, des modes C qui seraient utilisables dans les deux, plutôt que d'avoir à séparer les deux. À savoir qu'on a un C3, 1, 2, 3, mais du coup on aurait pu avoir 5 modes custom par univers, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc voilà, si on a un mode d'exposition ici, c'est que bien évidemment, comme le mode vidéo est sur la molette, on ne peut pas aller chercher sur la molette le mode de priorité vitesse, priorité ouverture, et le mode P, enfin je réfléchissais, le mode P et le mode manuel. Donc voilà, c'est ça le petit problème qu'il y a avec ça. Donc c'est pour ça qu'il est affiché ici et que j'ai pas accès parce que je suis pas en mode vidéo. Donc on a toujours la même chose, le mode de mesure, et c'est là où ça va servir le mode de réglage de double ISO natif. Par exemple, si je me mets sur low, il va se mettre, et c'est très perturbant parce que pourquoi j'ai plus accès à ça moi? Donc c'est que dans les menus que j'ai accès à l'écran, c'est assez étrange.
À moins que c'est le display, pardon, c'est moi qui ai fait des bêtises. Hop. Mais j'ai quand même pas accès aux paramètres de l'appareil photo. C'est juste que je les vois pas. Donc ça va être un petit peu compliqué de voir ce que je fais. Donc si je mets ISO, voilà, ça met... Je peux pas voir ce que ça fait. Mais ça décompte plus les ISO de la même façon. Donc en fait, ça met la limite basse et la limite haute des ISO natifs. Et donc comme je suis en profil standard, ce ne sera pas 640 ISO comme ça le serait par exemple en Vlog. Sensibilité ISO vidéo. Impossible de régler ce réglage en mode M. Donc on va se mettre en vidéo, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Régler la sensibilité ISO, on peut régler la limite. Donc j'ai mis le max parce que je m'en fiche, je veux avoir tout. Déjà pour tester l'appareil photo. On a le balayage synchronisé. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le verra après, d'ailleurs on le voit pas ici, c'est assez marrant, c'est qu'on a les angles d'obturation, et ce que ça fait, le balayage synchronisé, c'est que ça vous permet de le régler en 1% à chaque fois, ce qui peut notamment aider avec le flickering, et aussi, ça peut aider aussi parce que la molette, en fait, vous allez la toucher assez facilement. Celle de derrière, c'est un reproche qui a été indiqué par tout le monde. Et ça vous permettra de, être beaucoup plus proche des 180 degrés, plutôt que de faire comme moi et de passer un petit peu dessus sans vous en apercevoir, et de se retrouver directement à 120 degrés. Donc voilà, de ce côté-là, diminuer le sentiment vidéo, donc on a un mode automatique, je sais pas pourquoi on peut pas y accéder. Hop, enregistrement, film créatif. Quoi? Bref. Donc c'est ce qui sert à détecter automatiquement le sentiment et à régler ce qu'il faut pour que ça se voit pas en vidéo. Donc c'est un mode automatique, donc ça a forcément des compromis, mais ça peut aider des fois. Tac, donc on a le mettre sur pédestal, on a hop, donc voilà, on a les angles d'obturation ici. On a aussi, encore une fois, la possibilité de régler la plage dynamique, donc c'est la même chose qu'en photo, compensation du vignettage, compensation des dominantes de couleur, compensation de la diffraction, et la configuration de filtres. Donc on a le type d'enregistrement, donc on a accès à MOV, MP4 et Apple ProRes. Je me mets en MOV parce que ça donne les 24 bits en vidéo, comme l'Apple ProRes d'ailleurs. C'est la seule différence avec le MP4. Le MP4 sera en 16 bits. Et donc voilà, si vous avez des petits problèmes à enregistrer au bon niveau à chaque fois, c'est toujours mieux d'avoir un nombre de bits plus élevé en audio. L'idéal c'est d'avoir encore plus que 24 bits, mais là c'est quand même déjà pas mal pour commencer dans l'appareil photo, et donc c'est un des intérêts d'utiliser le MOV là-dessus. Et on a aussi l'Apple ProRes qui vous servira à faire tous les codecs qui sont utilisables avec l'enregistrement sur SSD. Hop. Donc on va déjà regarder ce qu'il y a. Donc on a la possibilité de passer en APS-C ou pixel. Ça dépend de l'enregistrement. Hein. Si vous vous mettez bien évidemment en 6K, vous n'aurez pas accès à l'APS-C. Ça semble logique, mais vous ne pouvez pas par exemple faire un équivalent 3,5 en APS-C. C'est que lorsque vous êtes en capteur plein. Vous ne pouvez pas faire du 3,5 APS-C quitte à perdre de la définition. C'est que le capteur entier, le 3,5. Et on a aussi pixel, donc en fait, au lieu d'avoir de l'oversampling, on se retrouve avec encore plus petit que de la PSC, donc un pixel pour un pixel. Donc du coup, on va aller tout en haut pour montrer ce qui se passe en termes d'enregistrement. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a des trucs qui sont déjà grisés. Donc voilà, on a le 6K, donc 5952 par 3968. Et donc on a l'accès à 29,97p, 420 10 bits en long hop, donc 200 mégabits par seconde. Et vous voyez que dans le S5 Mark II-X, vous avez l'indication du type de carte nécessaire pour pouvoir enregistrer ça. Et si c'est disponible dans la HLG. Donc vous avez 30 images par seconde, 24 images par seconde, toujours en 10 bits. Et
c'est le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que sur le 5 Mark II X, on n'a pas de All Intra en 6K. Bon, après, ça demanderait beaucoup d'espace, mais il n'y a aucune différence si vous voulez faire que du 6K, à part l'enregistrement SSD. Si l'enregistrement SSD est pour vous, il n'y aura pas d'amélioration lorsque vous utilisez le 6K. Et que ce soit, bien évidemment, en 3,5, donc en Open Gate, ou en 17 neuvième, voire même en 16 neuvième. Voilà. Donc c'est que du long hop. Après, on a l'Apple ProRes 17 neuvième qui est là. Donc voilà, on a 30, 24. Après, on a l'APS-C. Hop. Et là, comme on est sur 800 mégabits par seconde, on est obligé d'enregistrer sur SSD. Parce que, pour rappel, pour connaître le nombre de mégabits par seconde que vous pouvez enregistrer sur une carte, c'est des MO, les cartes. Donc il faut le multiplier par le nombre de bits, donc 8, pour avoir le nombre de mégabits par seconde que vous pouvez enregistrer. Donc V90, c'est 90 x 8, ce qui donne un truc du genre 600, un peu plus de 640 mégabits par seconde, ou un truc dans le genre. D'ailleurs, je peux peut-être faire même le calcul ici, puisque je retiens jamais ces choses-là. Hop, vite fait, hop, donc 90 x 8, voilà, 720 mégabits par seconde. Sachant que, qu'il faut faire attention avec le S5 Mark II X, les V90 peuvent faire du 600 mégabits par seconde, et ça a été calculé pour, mais il se peut que, par exemple, une V90, elle peut pas une V60 peut pas forcément faire même du 400 mégabits par seconde, ce qu'elle devrait pouvoir faire, si je me souviens bien, si je me trompe pas dans mes calculs. Tac, tac, tac. Voilà, elle fait du 480, et c'est pas assez, parce que derrière, l'appareil photo doit un petit peu faire du processing de fichiers. Et ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire du All Intra, de faire du All Intra en 1080p à 400 mégabits par seconde, et ça n'a pas marché. Ou ça marchait, mais pendant pas très longtemps. Donc voilà, vous avez le 600 mégabits par seconde qui va marcher sur une V90. J'ai deux V90 dans l'appareil photo. C'est pour ça qu'il m'indique que c'est possible. Là, le 200, donc le long hop. Hop, et vous voyez que c'est d'abord le nombre d'images par seconde, et après la compression, et si c'est de l'intra-frame ou pas, qui est indiqué après. Donc long hop, voilà, on passe de 400 à 150, 150, 400, voilà. Puisqu'on est en c'est marrant qu'il appelle ça APS-C, alors que c'est pas de l'APS-C au final. Tac. Encore une fois, là, c'est vraiment de l'APS-C, 60 images par seconde en 800 mégabits par seconde. Et vous voyez que c'est définitivement pas possible pour lui. Hop, 600, c'est possible. Hop. Là, c'est parce que j'ai pas mis le SSD, mais sinon, il m'indiquerait ça comme possible. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai accroché, puisque j'ai quand même accès à la possibilité de voir les enregistrements. C'est juste que il y en a qui sont grisés. Hop, donc APS-C, hop. Donc on a aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a ce mode 47,95 images par seconde. Si on veut faire juste du ralenti x2 et que ça matche mieux le 24 images par seconde, et puis enfin voilà, c'est surtout l'option de pouvoir ralentir un peu plus facilement, enfin d'avoir plus de types de ralentis différents disponibles que juste faire du 60p et devoir le faire à 40, je sais plus combien de pourcents sur Premiere, puisque ça fonctionne pas forcément comme ça sur d'autres logiciels. Hop, donc on arrive ici, donc je vais quand même défiler, hop, mauve, puisque vous voyez, les modes SNQ ne sont pas disponibles sur les cartes SD. Donc ça veut dire que l'appareil photo, comme il mouline, il peut pas tout faire en interne, il faut qu'il donne un peu qu'il bufferise un peu dans la carte. Donc il y a des modes qui sont pas disponibles à cause de ça. Hop. Donc ça fait beaucoup de types d'enregistrements disponibles. Ça donne limite un petit peu le tourner des fois. Parce qu'on est toujours... Hop, 60 images par seconde. Hop, donc on a la 4K maintenant. 30. 30, 30. Voilà. Sachant qu'on a toujours nos modes long GOP. Hop.
Donc encore une fois, voilà, vous voyez que le SNQ, c'est pas possible. Donc voilà, on est passé sur les modes Full HD, donc le 180 images par seconde, il n'est pas directement accessible ici. D'ailleurs, je sais pas où exactement, mais voilà, on a le 120 qui est en All Intra LPCM. Moi, sur le S5 Mark II X, j'ai pas constaté que l'autofocus était vraiment plus mauvais en 120 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal au final, et la qualité est pas mauvaise. On voit quand même la compression lorsqu'on a un petit peu des fins détails, mais si vous filmez, c'est pas forcément un problème. C'est plus pour vraiment filmer des petits détails que ça va peut-être un petit peu plus fourmiller que du 4K. Hop, donc on a tout ça. Hop. Et puis voilà. Donc maintenant on va passer hop, à la version Apple ProRes. Il faut un PC. Donc ce qui est bien, c'est comme Sony, ils préviennent quand vous faites quelque chose qui risque un petit peu d'être compliqué pour votre PC. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils disent, ça va encore faire mal à la barre. Donc je recommence l'enregistrement. En fait, l'intérêt de faire ça, normalement, c'est de pouvoir caler ma vidéo directement. Donc, tandis que là, je vais devoir, à chaque fois que j'ai un enregistrement, repasser derrière pour faire du montage. Ce que je n'avais pas prévu de faire. Et puis voilà, donc on est en ProRes, donc on a beaucoup moins d'enregistrements qui sont disponibles. Donc voilà, vous avez quand même bien évidemment du 6K, mais du 6K, enfin du 5,8K puisque c'est 5776 par 3056, donc du 17 neuvième, donc ça fait pas vraiment la largeur complète, ou je sais pas si c'est extrapolé du capteur. Et donc on a toutes les compressions qui sont assez énormes. Enfin, le nombre de mégabits par seconde, de gigabits par seconde, est assez élevé. Et ce qui est vraiment dommage, je trouve, c'est que on a du ProRes 422 HQ et du ProRes 422. On n'a pas de LT, ce qui aurait été vraiment très très bien, puisque c'est beaucoup plus facile à lire et c'est beaucoup plus cohérent en termes de taille de fichier. Mais c'est pas le cas ici. Donc on se retrouve avec du 1,9, 1,3 en 422, 1,6 en HQ en 24, 1,0. Voilà, et ça baisse au fur et à mesure puisqu'on passe à 3,3K. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça avant le 4K, mais bon. Hop. Et donc ça baisse, ça baisse. Donc quand c'est 4K, ça augmente puisqu'on est en 60p. Donc il faut de la donnée parce que, bien évidemment, le nombre de gigabits et de mégabits par seconde est cohérent avec le nombre d'images qu'il y a dans une seconde, hein, puisque c'est un nombre de gigabits par seconde, donc c'est séparé en fonction des images. Donc c'est à mettre, du coup, c'est à mettre en relation avec les images, donc c'est un petit peu, comment dire, ça faut un peu relativiser, hein, parce que pour avoir une qualité équivalente de 30 à 60, il faut bien évidemment avoir 2 fois plus de mégabits par seconde. Hop. Et donc là, on arrive au Full HD, où là, vous pouvez l'enregistrer sur une carte SD. Parce qu'on passe en dessous des... D'ailleurs, c'est marrant que, à mon avis, ils ont dû faire en sorte de se dire, bon, si on n'a qu'un seul 4K à mettre sur une carte SD, on va pas le faire. Mais en théorie, le 519 Mbps devrait pouvoir passer sur une carte SD V90. 454, 6, 302, voilà. Vous avez tout, je ne vais pas juste répéter ce que je lis. Et donc tout est dedans du All Intra LPCM en 24 bits. Et puis voilà, donc je vais remettre... Je sais pas, non, je vais pas faire ça. Je suis tenté de faire ça, mais... Tac, voilà. Donc ça, j'y ai pas accès ici. Mais en fait, ça vous permet de sélectionner des modes d'enregistrement que vous voulez. Et comme ça, après, au lieu d'avoir toute la liste, vous avez juste une liste plus petite des éléments que vous avez sélectionnés. Et ce sera bien mieux, hein, au final, pour pouvoir enregistrer ce que vous voulez et avoir, comment dire ça, le choix directement de ce que vous voulez. Réglage vidéo Slow and Quick, il faudrait que je sois dans Slow and Quick. Je pense que je ferai, une vidéo directement dessus. Donc si vous savez pas ce que c'est le Slow and Quick, c'est l'hyperlapse. Voilà, donc ça vous permet de faire soit du ralenti ou de l'hyperlapse.
ce qui est plutôt pas mal. Donc, timecode, donc voilà, on peut avoir le timecode ici. Ce qui est dommage, c'est que l'appareil photo n'a pas de possibilité à être connecté à d'autres appareils lorsqu'il utilise le timecode. Donc ça vous demandera de le, comment dire ça, de le synchroniser, de le démarrer en même temps. Et ça ne se synchronisera pas juste avec quelque chose de déporté qui synchroniserait tous les timecodes de n'importe quelle machine. C'est un des trucs dommages du S5 Mark II, qui devrait être d'ailleurs corrigé sur bien évidemment un S1 Mark II par exemple, un S1H Mark II. Hop, donc vous avez toutes vos petites options ici. Ah, mince. Donc on peut voir en sortir en HDMI. On a le niveau de luminosité, donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que souvent le mieux c'est de le laisser là-dessus, parce que ça dépend de ce que vous faites comme production, bien évidemment. Mais si vous faites de la production pour de l'écran ou pour juste de l'ordi direct, souvent c'est bien de laisser 64 ou 1023, hein, sachant que maintenant ce qui lit le plus les vidéos, à part si vous faites du cinéma, c'est des smartphones et des télés, donc c'est bien de le mettre là-dessus. Si vous le mettez sur une plage très très large, vous risquez d'avoir des meilleurs détails dans les noirs, sauf que ça peut entraîner des artefacts dans sur ce qui peut pas lire en fait, tout simplement les informations qui sont pas en dessous de 64 par exemple. Voilà. C'est quand même intéressant de faire attention à ce qu'on enregistre lorsqu'on est là-dessus. Donc pas faire n'importe quoi avec non plus. Donc on peut avoir l'euro en HDMI via l'enregistreur d'ailleurs que j'ai à côté, qui est le Blackmagic Video Assist. Donc j'ai le Blackmagic RAW et vous pouvez avoir le ProRes RAW lorsque vous êtes chez Atomos. Puis voilà. Donc réglage de la détection AF. Donc c'est la même chose que lorsqu'on était en photo. Là HDMI humain. Là on a le réglage perso. Ce qui est marrant c'est qu'on peut mettre juste sur off et après on peut régler. Sauf que cette fois on n'a pas plusieurs réglages différents. On a juste la sensibilité et la vitesse. Donc voilà, la sensibilité pour que le sujet détecté soit vraiment bien fixé, et la vitesse pour avoir soit des transitions très rapides, soit des transitions beaucoup plus douces. On a encore une fois le limiteur de mise au point. AF continue, on a le mode, j'ai mis en mode 2, le mode 2 c'est l'AF fonctionne tout le temps. Alors je sais pas pourquoi le mode 1 est grisé, mais de base il sera mis sur mode 1, et moi je préfère que, il n'y a pas ce truc où l'autofocus, on va commencer à enregistrer, on commence à enregistrer et il faut le temps que l'autofocus se fasse. Je préfère que l'autofocus soit fait sur ma tête directement, par exemple lorsque je m'enregistre ici. Et c'est beaucoup plus simple. Donc on a encore une fois la lampe assistance. Ce qui est marrant, c'est que c'est un menu focus qui est directement transmis de la photo, parce que d'où on fait ça en vidéo, d'avoir une lampe d'assistance AF où vous allez arriver, vous allez faire la mise au point pendant votre vidéo, et il y aura un éclair rouge qui va se retrouver sur la tête de la personne. Donc il est sur on parce qu'il est sur on en photo, mais ça ne change absolument rien en vidéo. Je sais pas du tout où on est la batterie de l'appareil photo, ça me fait un petit peu flipper. Hop, focus peaking, on est sur on, mais ça s'active qu'en manuel. Hop, donc c'est pareil qu'en vidéo. Hop, on a toujours la vitesse de mouvement de la zone AF, donc voilà, vraiment une translation de ce qu'on avait en photo. Affichage du niveau d'enregistrement, il est sur off. Alors ce qui est un petit peu perturbant sur cet appareil photo, c'est qu'il est sur off, parce que lorsque j'ai appuyé sur display, là je l'ai fait disparaître. Mais lorsqu'il s'affichera, il sera marqué sur on. Donc c'est un petit peu étrange, mais voilà. Entrée audiomètre. Donc vous pouvez les remettre sur oui, comme ça vous pouvez enregistrer sans avoir de son, ce qui est plutôt pas mal, hein, lorsque vous voulez enregistrer des trucs et un vent de folie, vous voulez juste avoir des plans d'insert. Ça vous évite, comme moi, d'avoir à couper ou à retirer le son lorsque vous êtes sur votre logiciel de montage. Après, il faut avoir le réflexe de le faire aussi. Donc, niveau de gain d'enregistrement, donc on a standard ou low. Donc, c'est pour, si c'est trop puissant, pouvoir régler plus bas.
Et du coup, là, je l'ai mis à moins 14 décibels. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, vous voyez ce que ça donne, puisqu'on a les barres qui s'affichent ici. Mais c'est avec mon micro-cravate. Donc, c'est censé être beaucoup plus proche. Donc là, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais... Hop, donc on a du 48 kHz 24 bits. Lorsque vous avez le module XLR équivalent à ce que j'ai chez Sony ici, vous avez accès à 96 kHz, toujours en 24 bits, qui est apparemment qui serait plus intéressant pour comment dire ça, enregistrer des sons que vraiment pour avoir une bonne voix ou quoi que ce soit. C'est vraiment assez particulier, mais voilà, c'est une option qui peut être intéressante pour vous. Limiteur d'enregistrement, donc normalement je le mets sur off, donc on va mettre sur off. Bruit du vent sur off aussi, j'aime pas ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que l'eau, puisque normalement il devrait y avoir... bon, je verrai après, ça se trouve, c'est juste après. Voilà, c'est ça. Donc, on a le micro qui permet soit d'alimenter le micro, soit d'avoir un micro sans alimentation. Donc extérieur, donc je sais pas si c'est juste pour que l'appareil photo il essaye pas d'alimenter un truc qui est pas qui a pas besoin d'être alimenté, ou si c'est pour pas que ça l'abîme, mais voilà, vous avez les deux options. Et l'option la plus intéressante derrière, c'est que lorsque vous enregistrez sur un enregistreur externe qui a un préampli, et ben vous le mettez sur ligne, ça fait sortir directement le son de l'appareil photo sans que le préampli il gère quelque chose. Et du coup, ça permet d'avoir un niveau qui est bien plus faible et bien plus adapté à votre enregistreur externe, tout simplement. Alors, microphone spécial stéréo, voilà, parce que j'ai rien. Donc voilà, il faut avoir le module XLR pour pouvoir régler tout ça. Donc vous pouvez voir que c'est ici dans le menu Audio 2, sortie du son Real Time, Rec Sound. Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est des fois pas très facile à comprendre. Donc ça doit s'attacher directement au casque. Donc ça veut dire que le casque, là, de ce que je crois, c'est que vous allez entendre le son que quand ça enregistre. Donc c'est un bon indicateur pour savoir si vous enregistrez ou pas. On a le volume du casque, bien évidemment, vous pouvez le voir. Et là, on a... Hop. Donc encore une fois, un truc qui est assez marrant parce que c'est réglable quand même ici. 1 et 2, donc vous pouvez... Ah, on peut avoir qu'un seul canal, ce qui peut être intéressant, puisque là, de base, il enregistre directement sur 4, je crois, donc il fait 2 stéréos. Mais on a quand même accès à ça. Mais les options les plus intéressantes, par exemple celle-ci, elle sera que disponible lorsque vous avez le module XLR dessus. Donc on a un mode discret, comme tout à l'heure. On a la stabilisation d'image, qui est exactement pareil, hein, c'est exactement la même chose qu'en photo, hein. Il n'y a pas de choses qui sont différentes. On a un retardateur, comme c'était exactement pareil lorsqu'on était en photo. Et on peut aussi gérer les transitions de mise au point. Donc on va pas le faire ici. Mais on a jusqu'à 3 points, d'ailleurs, ils sont indiqués ici, qui sont réglables. Et donc, du coup, en appuyant, eh ben, il va transitionner d'un point à un autre. Et c'est vraiment plutôt pas mal, hein, pour faire... comment dire ça, des petits plans où au lieu d'essayer de faire la mise au point et de s'arrêter quand on veut, de vraiment enregistrer l'endroit où on doit mettre au point, et ça fait des transitions vraiment très souples, précises et très jolies à voir. Enregistrement boucle vidéo, touc. Enregistrement fichier segmenté. Alors ça c'est marrant parce que ça doit être, voilà, ça, vous pouvez choisir. Donc en fait ça vous fait un peu l'effet d'enregistrement en FAT32. Vous savez peut-être pas comprendre ce que je dis. Mais le problème des cartes jusqu'à 32 Go, c'est ça. Et avant c'est que tout était sur FAT32, là on est en exFAT. On peut sortir de la carte des fichiers qui font plus de 4 Go. Mais avant, on ne pouvait pas faire plus de 4 Go. Donc c'est pour ça que vous avez des appareils photo qui font des fichiers sectionnés. C'est que soit vous avez des cartes 32 Go, qui ne sont pas acceptées d'ailleurs sur certains appareils photo, ou c'est juste en FAT32, voilà, tout simplement. D'ailleurs, par exemple, les Canon sortent via USB-C que du FAT32. Donc il se peut que si vous faites des vidéos de plus de 4 Go, qu'elles ne sortent pas
et qu'il fallait sortir la carte. Mais c'est une information qui ne sera pas intéressante pour vous, puisque on est là en train de parler de Panasonic. Recadrage live. Ah oui. Donc le recadrage live, ça sert de l'oversampling pour pouvoir zoomer. Et donc vous avez un mode de zoom spécial ici qui vous permettra d'avoir une transition soit de 20 secondes, soit de 40 secondes. Ici, il faudra que je fasse des tests un petit peu plus poussés là-dessus. Et puis, on a fini avec la vidéo. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en photo et en vidéo, c'est marrant, c'est normal. Lorsqu'on est en photo, on a accès à l'onglet vidéo parce qu'on peut enregistrer de la vidéo lorsqu'on est en photo. Mais lorsqu'on est en vidéo, c'est un petit peu différent. Et donc, j'espère que là, quand je vais passer, il va forcément me faire un problème. Je ne vais pas vous le montrer forcément là tout de suite parce qu'il va un petit peu pas vouloir que j'ai envie. Mais à la place de photo, lorsque vous êtes en Custom 3, vous avez l'onglet Custom 3 qui va se mettre et en fait ça vous permettra de choisir, c'est comme ça qu'on choisit entre Custom 3.1, Custom 3.2 et Custom 3.3. Voilà, tout simplement. Je ne vous montre pas ici juste pour comment me donner un petit peu de répit et pas avoir à recaler l'enregistrement juste derrière. Hop. Donc là on vient ici. Donc là c'est un des menus les plus intéressants dans le sens où ça vous permettra de en gros personnaliser votre boîtier plus facilement. Donc on a le réglage de style photo, affichage, Voilà, donc on peut choisir d'enlever ce qu'on veut pas. Donc ça peut raccourcir la liste de des styles photos si vous ne voulez pas tout avoir. Hop, voilà, on peut régler ce qu'on veut ici, ce que je ferai pas. Et on peut régler les paramètres, on peut réinitialiser après les styles photos. Donc voilà, c'est tout ce qui sert à régler son style photo et à un peu manager ça. On a la bibliothèque de lutte. Donc moi, ça arrive juste avec le vlog 709, donc à mon avis, la lutte de base de conversion qui vous permettra d'afficher ça à peu près correctement dans l'appareil photo. Ce qui est intéressant avec les luttes personnalisées, comme j'ai ici, donc j'en ai deux. J'ai une version plus moderne et un petit peu, comment dire ça, moins hard, puisque je me suis aperçu qu'en tirant un peu sur la saturation, on avait des transitions qui devenaient en couleur pas très très bonnes. Donc j'ai fait un truc un petit peu plus, comment dire ça, avec une bonne correction de couleur, mais moins saturé, pour que ce soit plus simple à gérer. Et donc, le LUT, comme vous voyez, c'est fait à partir du F-Log2 du Fujifilm X-H2S, qui est apparemment différent du X-H2. D'ailleurs, mon appareil photo, il est en train de surchauffer là, c'est assez génial, j'espère qu'il ne va pas s'éteindre. Et donc, le A7 IV qui est en train de me filmer. Et donc, du coup, l'intérêt d'avoir ça, c'est d'avoir la correction colorimétrique, d'avoir à peu près ce que je veux en termes de contraste et de niveau de blanc et de noir, d'exposition. Et surtout, comme je surexpose pour avoir moins de bruit, d'avoir l'exposition directement remise comme il fallait pour pouvoir voir sur l'appareil photo l'exposition correcte, quand elle est à plus 1,3 sur celui-là que j'ai choisi. Et donc vous avez la possibilité de mettre beaucoup de lutte, et c'est très très simple, hein. Vous mettez sur la carte SD, pas à la racine, donc à la base de la carte SD, et il va détecter, et vous allez pouvoir le charger, je sais pas où, mais vous pouvez le faire, attends, 7, voilà, ici vous pouvez charger le lot que vous voulez, mais par contre c'est pas ici que vous pouvez les choisir, c'est un petit peu perturbant, voilà. Donc on a l'incrément ISO, donc soit en 1 tiers, soit en 1 EV, ce qui est marrant parce que d'habitude c'est 1 tiers ou 1 demi. Donc c'était ce qui séparait avant les appareils photo professionnels des non professionnels, c'était 1 tiers ou 1 demi, mais là c'est 1. Hop, sensibilité étendue, donc c'est... Hop, voilà. Justement de la concession d'exposition. Donc ça, c'est pour... Je conseille pas de le faire, mais c'est suivant les mesures. Donc voilà, c'était ça, voilà, c'est ça que ça voulait dire tout à l'heure. On a haute lumière pondérée, c'est le dernier, si vous vous souvenez. Donc point, donc ça doit être spot. Donc ça c'est centré, donc c'est un moyen mais au centre. Et mesures multiples. Et donc vous pouvez gérer, en gros, suivant votre mode d'exposition qu'on a vu tout à l'heure, la surex ou la sous-exposition.
Priorité visage, mesure multiple. Oui, donc ça c'est assez cool. Hein. Ça va détecter le visage et ça va exposer pour le visage lorsqu'il le détecte. Hein. Donc lorsque vous êtes en mode de détection, bien évidemment. Quoique, je crois que ça marche même sans mode d'exposition. Donc voilà, faites attention quand même à ça. On a le réglage du verrouillage de la balance des blancs. Synchro. Donc je ne vais pas faire ça, mais vous avez le choix de le faire. Vous activez le nana. Attends, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça permet de bloquer la balance des blancs suivant, par exemple, la rafale, voilà, tout simplement. Hop. Espace de couleur, donc sRGB. Donc avant, je mettais Adobe, mais ça sert pas à grand chose parce qu'au final, c'est que pour le JPEG. Comme je retouche surtout des RAW, et ça sert pas à grand chose de le mettre en Adobe. Oh, pardon. Puis voilà, donc reste composition d'expo, off. Donc ça reste, en fait, restaurer, c'est qu'à chaque fois que vous l'éteignez ou changez de mode, la composition d'exposition revient à la base. Hop, exposition auto en PSAM, oui, et donc vous pouvez choisir non, c'est ça qui est marrant. C'est bizarre, non. Et on a le réglage des films créatifs. Je vais pas aller là-dedans, mais vous avez plein de choses intéressantes. Vous pouvez régler ça. L'appareil photo n'a toujours pas surchauffé. Priorité mise au point déclenchement, donc c'est là-dedans qu'on va avoir tout ce qui est voilà, donc AFS focus, puisque voilà, c'est la mise au point qui est mise en avant lorsqu'on fait de l'AFS, donc autant laisser là-dessus. Et l'AFC, c'est la vitesse d'acquisition et le suivi, donc il faut le mettre sur release, parce que, enfin déclenchement, hein, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous pouvez déclencher et prendre la photo, alors que focus, il prendra pas la photo tant qu'il n'a pas mis au point. Parce que techniquement, lorsque vous suivez un animal ou n'importe quoi, il y a des très rares moments où le focus est toujours très très bon. Enfin, lorsque l'autofocus est bon, oui, mais il arrive toujours des moments où c'est pas vraiment mis au point. Et donc, si vous mettez juste focus, vous n'aurez jamais votre rafale complète. Et donc, vous perdrez au final du mouvement et des photos, même à peu près correctes, par exemple d'oiseaux, que vous ne pourriez pas faire si c'était en mode focus. Changement de mise au point. Alors ça, je déteste faire ça. En gros, si vous choisissez la mise au point à un endroit, lorsque vous le retournez, ça va se mettre à l'endroit où c'était avant en vertical. Et c'est une gymnastique cérébrale que j'aime pas trop. Je préfère savoir que lorsque je le retourne, il était en haut à gauche, enfin en haut à droite, il est en haut à gauche. Je vais y arriver. Le collimateur autofocus, voilà, bravo. Donc verrou AF AE, donc moi je mets sur non. Donc AF plus MF, je l'ai mis, ça marche surtout en vidéo, j'ai pas compris pourquoi ça marche pas trop en photo. Mais ce qui est bien, c'est que vous faites la mise au point, enfin il fait la mise au point automatique, ça va pas. Vous pouvez l'aider un petit peu et ça passe en manuel. D'ailleurs, vous aurez l'échelle des distances qui va s'afficher à ce moment-là. Et après, s'il a compris que vous voulez mettre au point à un endroit, il mettra au point à cet endroit-là. Donc c'est plutôt pas mal. Assistant MF, donc bague de mise au point on. Donc voilà. C'est assistant de mise au point, c'est là, ce que je vous ai dit, l'échelle des distances. Puis voilà. Afficher la distance MF, pipe. Il faut être, donc le guide de mise au point, bien évidemment, on peut le mettre en fit ou en mètre, ou on peut ne pas le mettre du tout. Et voyage de la bague de mise au point, j'ai mis sur off. Donc si ça vous dérange, mais après, venez pas mettre ça et ça en même temps. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir à la fois la bague de mise au point qui est pas active, mais d'avoir quand même l'AF-MF sur on. Hop. Afficher, masquer le mode AF. Donc suivi on. Point précis. Donc point précis, je pense que c'est que en AFS qui marche, c'est pour ça qu'on l'a pas vu tout à l'heure, et c'est dommage, je ne comprends pas ces modes qui sont censés être intéressants pour faire de l'autofocus continu, qui sont que en mise au point, en AF, je vais y arriver, ponctuel. Donc on a toujours le réglage de point précis. Hop.
RPIP. Déclenchement F sur off parce que je n'utilise pas le déclencheur pour mettre au point. Donc je l'ai mis sur off. Affichage de détection des yeux, oui, puisque c'est plus intéressant quand on voit ce qui est mis au point. Déclencheur à mi-course, j'ai mis non. Parce que c'est marrant, c'est qu'on peut déclencher à mi-course. Je sais pas à quoi ça sert. Si, ça doit être pour aller plus vite lorsqu'on est... Ouais, c'est peut-être pas mal, mais ça doit être vachement plus sensible. Affecter le bouton d'enregistrement au déclencheur, je l'ai mis aussi. AF rapide. Donc ça, c'est pas indiqué encore une fois, mais ce que ça doit faire, c'est que ça doit utiliser l'ouverture maximale pour faire la mise au point pour aller beaucoup plus vite. Détecteur AF, viseur AF. Ah, c'est assez marrant parce que en fait, c'est exactement ce que ça dit. Si vous le mettez sur on et que vous visez un endroit, si vous mettez l'œil sur le viseur, et ben il va mettre au point une fois à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. Affichage agrandi en vidéo. Maintenir l'affichage. Hop. Donc voilà les paramètres du menu Q. Si l'affichage, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme ça. Affectation de molette avant, valeur. Donc on peut personnaliser les paramètres en photo et en vidéo. Donc vous mettez absolument ce que vous voulez dedans. Et voilà. Réglage des touches. Donc là c'est assez marrant. Donc onglet touché, je sais pas pourquoi il veut pas. Ah oui, c'est parce que je suis en HDMI, donc vous ne le verrez pas ça. Donc panneau tactile, oui. Même si je peux pas m'en servir. AF tactile, oui. PV tactile. Mais c'est marrant que ce soit mis réglage touche. C'est plutôt réglage tactile. Voilà. Réglage verrouillage, verrou d'opération. Donc on a un truc, mais il faut libérer une touche pour pouvoir avoir un bouton de verrouillage. Ce que je trouve un petit peu compliqué. Et donc vous pouvez verrouiller ce que vous voulez. Au moins ces trucs là. Et donc voilà, réglage touche FN, c'est ça, réglage de touche. Donc vous avez le réglage en mode enregistrement et le réglage en mode de lecture, parce que vous pouvez faire des trucs en mode lecture que vous ne ferez pas en enregistrement, parce que par exemple de base il n'y a pas de loop sur l'appareil photo, il faut utiliser juste les molettes pour zoomer sur l'image ou taper sur l'écran. Donc mode enregistrement, voilà, c'est tout simplement ce qui est là-dessus lorsque l'appareil photo est en opération, en marche tout simplement. Et donc vous avez tout ça qui est indiqué, donc voilà, enregistrement au-dessus, compensation d'exposition. Moi, au lieu de mettre ISO, j'ai mis les ISO natifs. Donc là, ce que vous avez vu, soit sur off, soit sur la limite basse, soit sur la limite haute. Là, on a l'iPhone, que je garde tout le temps, puisque je fais l'autofocus comme ça, en photo et en vidéo, lorsque l'autofocus est un petit peu perdu. Ça, c'est la sélection autofocus. Là, j'ai mis en vidéo les waveforms. Je sais pas si... oui, en fait, le problème, c'est que, encore une fois, la programmation des touches est la même en photo et en vidéo. Il n'y a pas de séparation des deux, donc c'est un petit peu dommage, notamment parce que les waveforms, ça ne sert pas forcément en photo, ça pourrait servir, sauf que Panasonic a décidé que non, donc le bouton est inactif lorsque je suis en mode photo. On a le menu Q qui est au bon endroit. FN 1, c'est ça, c'est le bouton qui me sert à voir l'horizon artificiel. Je sais pas si je garderai ça comme ça, mais c'est ça. Hop, là-dessus j'ai mis mes affichages de marqueurs, donc ça me sert lorsque je suis en 6K et que en OpenGate et que je veux par exemple faire de la vidéo verticale, ça me permet d'afficher mon 16:9, enfin mon 9:16, et c'est vraiment plutôt pas mal. Ça, il faut que je vois si je le garde, mais voilà, comme vous voyez, si vous passez, c'est une partie tactile, qui est d'ailleurs pas activée, je crois, à la base, où vous avez des petites fonctions déjà qui sont programmées. Donc voilà. Et après, ici, voilà, on a les boutons qui sont, de base, je crois, pas programmés. Donc il y a le joystick, mais le joystick il sert à rien ici parce que il me sert à bouger les collimateurs autofocus, donc tout est grisé. FN8, me sert à faire ça. Donc on a le vector scope. De l'autre côté, on a
l'F vidéo. Ah, c'est les options F en photo en vidéo. Je me demandais ce que j'avais choisi ici. Et là, c'est la loupe pour faire la mise au point en mode manuel. Ouais, et voilà. Comme il n'y a pas, comment dire ça, la possibilité d'avoir des réglages séparés, j'ai à la fois réglage précis AF photo et réglage précis AF vidéo. Après, je me plaindrai pas parce qu'il y a quand même assez de boutons. C'est juste que des fois, on doit se dire, ce bouton-là, il marche pas en vidéo, ce bouton-là, il marche pas en photo. C'est un petit peu dommage, même si c'est surtout en photo que j'ai des problèmes, puisque le... Enfin, photo. Oui, puisque tous les boutons que j'ai programmés, à part le bouton AF vidéo, AF photo, marchent pas. Et en photo, bon, en photo, c'est que les waveforms et peut-être le vector scope qui marche pas, parce que les marqueurs d'aspect marchent quand même, puisque bien évidemment, ça peut servir à savoir ce qu'on veut cadrer. Hop. Donc ça c'est la façon dont sont gérés les boutons qui sont au-dessus. Donc on a la façon enfoncée, le réglage peut être modifié. Donc ça c'est la façon Nikon. Hop. Donc ça c'est la façon Canon. Hop, et ça... Attends, c'est pas la même chose. Appuyez sur le bouton le réglage peut être modifié. Ouais, ok, d'accord. Ok, bon, c'est à peu près la même chose. Réglage d'affichage ISO. Donc molette avant-arrière, ISO. C'est quoi? Ah, on peut faire des trucs assez intéressants avec ça. ISO, donc c'est la même chose. Et là, c'est limite, ISO, off, ISO, limite. Ok, d'accord. Donc je ferai pas ça. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez régler d'un côté les ISO et de l'autre la limite des ISO, ou d'un côté quelque chose et de l'autre rien. Mais là, c'est réglé sur... Les deux peuvent régler les ISO. Mais je sais pourquoi ça ne m'a jamais touché, c'est parce que j'utilise pas le bouton ISO pour aller chercher les ISO tout simplement. Paramètres d'affichage de compensation d'exposition. Alors, bouton directionnel au bas, donc off. Donc quand je suis en compensation d'exposition, ouais, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a comme option en plus? Flash, ok, on peut avoir flash en plus. Ouais, je vais laisser comme ça. Réglage molette. Alors, tac tac, 7, 2. Ouais, si c'est ça, c'est pour avoir ouais. Donc le mode plus classique Nikon, et pas avoir tout qui change à chaque fois. Hop, rotation Canon, je crois, style. Ouais, style. Tout sauf Nikon et c'était quoi? Contax. Hop, réglage de modèle de contrôle, donc j'ai mis sur ISO. Le modèle de contrôle, c'est le moteur arrière, hein, comme chez Canon. Compensation d'exposition off. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a le bouton de compensation d'exposition, donc j'ai mis sur off. Sauf que le réglage est assez étrange, dans le sens où vous pouvez le régler sur la molette avant ou arrière. Techniquement, ça peut être intéressant. Sauf que ça veut dire qu'à chaque fois que je change de mode, comme la molette avant et arrière, elle va comment dire ça, soit faire quelque chose, soit faire rien. Et par exemple, en priorité ouverture, si j'utilise ça, j'aurai la compensation d'exposition derrière, mais si je passe en mode priorité vitesse, c'est la vitesse qui est sélectionnée derrière, et j'ai plus de compensation d'exposition. Donc ça aurait pu être comment régler, genre en fonction du menu, enfin ce que fait par exemple Canon, où c'est toujours sur la compensation d'exposition est toujours sur la molette qui n'est pas utilisée. Hop, d'ailleurs j'ai pas fini. Commutation, tatata, donc white balance, tatata, ouais. Rotation de sélection, oui, donc c'est toujours la même chose. Je vois pas pourquoi je changerais quand j'ai ça, enfin bref. Hop. Réglage du joystick, donc déplacement de la mise au point. Bouton vidéo, télécommande, c'est pour enregistrer. Sinon, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc voilà, je vous ai pas montré, j'aurais dû. C'est pareil tout le temps, mais on a accès à vraiment beaucoup de choses. On a aperçu
J'ai enlevé ça aperçu parce que de base l'aperçu il est toujours, toujours là, mais on a un bouton comme le bouton devant est censé faire l'aperçu comme sur la plupart des anciens appareils photo de la profondeur de champ. Jauge de niveau, voilà, donc on a tout ça, donc du coup ça vous permettra d'apprécier ce que vous pouvez enregistrer dans l'appareil photo en tant que bouton personnalisé, hein, puisque ça arrive que dans certains appareils photo on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Donc vector scope, donc on peut même choisir ce qu'on veut, donc la forme d'onde, le vector scope et tout ça. Hop, le desqueeze anamorphique, les mires si on en a besoin. Voilà, micro ajustement. Plein de choses assez intéressantes. Bon, il n'y a pas tout. Mode de ventilateur. D'ailleurs, je crois qu'on le verra juste après. Réglage. Et puis voilà. Attends, je sais pas si je suis allé jusqu'à... Mais on a vraiment pas mal de choses. Vous pouvez le voir. Ouais. Faut juste que je me souvienne où on s'était arrêté. C'était par ici, je crois. Puis voilà. Hop. Ça va toi? T'es pas trop chaud? Prévisualisation auto. Merci. Ce qui est bien, c'est que... Ok. Aperçu constant. Donc on a toutes les options d'affichage sur l'écran qui sont disponibles ici. Donc aperçu constant. Donc on peut être sur 7. Voilà. L'histogramme. On a les grilles de référence photo, donc c'était aussi ce qu'on voyait à l'affiliation des touches. L'affichage boosté, je l'ai mis sur off parce que ça permet, le focus picking ne s'affiche pas lorsqu'on est en mode 1 ou mode 2. Donc voilà, il faut le savoir. On a le mode nuit qui est vraiment un mode nuit d'ordinateur, donc ça dépend si ça peut marcher pour vous, mais je trouve ça assez perturbant et pas très agréable à utiliser, mais c'est là, hein, si vous voulez le voir. Donc on a le réglage du viseur. Hop. Donc on peut avoir un viseur plus petit avec les informations sur le tour, ou les informations dans le viseur. Là c'est pareil. Rotation de l'écran auto, donc ça fait une rotation des informations. Mesure d'expo, oui, bien évidemment. Longueur focale. Après voilà, c'est pour afficher la surexposition. Sur superposition translucide, c'est pour pouvoir apparemment afficher lorsque vous faites de la double exposition. Statut du stabilisateur d'image, donc comme chez Sony par exemple, il peut vous afficher quand la stabilisation aura un peu de mal vu que vous n'avez pas des vitesses adaptées, donc il indiquera le risque de flou avec le stabilisateur d'image. Hop, la jauge de niveau. De luminance qui vous permet en pourcentage de voir l'exposition de l'endroit où vous visez. Donc ça peut être intéressant pour exposer ces hautes lumières par exemple, ou voir si tout le cadre est exposé correctement. Hop, contour du cadre. Donc c'est en fonction, en fait ça met un cadre en fonction de ce que vous avez choisi comme format. Donc là si je le mettais, ça mettrait le 3,5. À moins que... Enfin non, là puisque je suis en vidéo. Hop. Panneau de contrôle. Ah oui, donc ça, c'est assez bizarre parce que c'est lorsque vous appuyez plusieurs fois sur le display, au bout d'un moment, vous allez avoir l'affichage de tous les paramètres photo et vidéo et pas l'affichage de ce que vous voyez. Et donc ça contrôle le fait d'avoir ça et aussi d'avoir un écran noir. L'écran noir, l'intérêt, c'est c'est de pas utiliser l'énergie de l'écran pendant qu'il est allumé. Par exemple, vous voulez juste le viseur, mais vous voulez pas qu'il soit tout le temps allumé. Ce que ça fait, c'est que si vous mettez écran noir, en fait, vous sortez l'œil du viseur, l'écran sera noir, tout simplement, au lieu de s'allumer, et le viseur s'éteindra, et donc ça permettra d'économiser l'énergie du boîtier. Voilà, tout simplement. Hop, donc on a l'assistant de visualisation Vlog, donc ouais, c'est là que vous sélectionnez votre lutte, et bien évidemment, comme je ne suis pas dans mon mode custom, il est là. Donc si je fais ça, j'ai sélectionné ça. Et ça qui est un peu perturbant, c'est que c'est avant qu'on les rentre, mais c'est ici qu'on les voit. Et donc on peut choisir là où on le voit. Donc on peut mettre oui sur les deux.
Hop. Puis voilà, assistant aperçu HLG. Donc j'ai jamais fait d'HLG là-dessus, mais vous avez voilà, ce qui est ici. Parce que oui, bien évidemment, s'il y a un assistant HLG, c'est que lorsque vous enregistrez en HLG, vous n'êtes pas dans le même profil colorimétrique, donc vous ne voyez pas vraiment les choses de la bonne façon. Enfin, en théorie, dans l'appareil photo, ça devrait être le cas. Mais voilà. Affichage anamorphique étendu. Voilà. Donc on voit le squeeze anamorphique. Affichage réel monochrome. Et c'est là que je vous ai dit, vous pouvez prendre en photo en couleur, mais quand même avoir l'aperçu du viseur en noir et blanc. Marqueur central, donc ça fait une espèce de petite flèche au milieu. Voilà, pour centrer son cadre. Marqueur de zone de sécurité. Alors ça, par exemple, ça sert lorsque vous êtes au cinéma et que, par exemple, vous pouvez avoir des petits problèmes d'accessoires. Et vous délimitez une zone où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Et c'est la zone de sécurité. Donc c'est ce qui fait que, en général, quand on veut filmer, comment dire ça, en 1080p, on va filmer en 4K, comme ça on pourra couper dans l'image pour avoir le vrai cadre qu'on voulait. Et donc là c'est encore mieux puisqu'on peut faire du 6K aussi. On a aussi les marqueurs de cadre. Du coup, on a aussi les marqueurs de cadre, donc qui sont voilà, ce que vous avez choisi, par exemple si vous faites le 6K, et que vous avez choisi 16 neuvième, donc vous avez votre marqueur de cadre de format dans votre format d'enregistrement qui peut être différent, par exemple si vous voulez faire du 9/16 par rapport à votre 6K. On a la possibilité d'afficher les zébras, et donc on a les types de zébras qui sont disponibles. Alors si je mets 7, voilà, un zébra 1, un zébra 2, donc on peut mettre le pourcentage qu'on veut en fonction de ce qu'on veut. Savoir si c'est les hautes lumières qu'on veut avoir, qui sont indiquées par les zébras, ou si c'est notre exposition des tons gris, donc notamment les tons de peau. Et puis voilà. Je n'ai pas encore vraiment programmé ça, moi, sur ce boîtier-là. On a le vector scope qui est là, donc on peut choisir entre waveform et vector scope. Les waveforms, c'est pour vérifier l'exposition et via des formes qui vont vous indiquer si vous êtes surexposé lorsque vous passez en dessous, au-dessus, et aussi si vous êtes trop noir, donc trop bouché, si vous êtes en bas. Et en fait, en fonction, c'est comme un histogramme en bien mieux, puisque vous voyez toute la zone d'exposition de manière beaucoup plus précise sur votre spectre, et c'est bien. Donc par contre, le vector scope, c'est plus précis, c'est plus pour voir le positionnement des couleurs, de certaines couleurs, et voir si votre image est correcte, ou si vos couleurs sont tout simplement bonnes. Donc c'est bien pour vérifier vos luttes, par exemple, lorsque vous les utilisez à certains endroits extérieurs, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a les mires aussi qui sont disponibles ici. Hop, un affichage de priorité vidéo, mais je ne peux pas régler ça. On a l'indicateur d'enregistrement rouge, donc comme on n'a pas de lampe télé ou des trucs dans le genre, ce qui est un petit peu dommage puisqu'on ne peut pas vérifier qu'on enregistre lorsqu'on est devant l'appareil photo, et on a quand même juste le tour de l'écran qui s'affiche en rouge pour bien montrer qu'on enregistre au final. Et lorsqu'on est en streaming, ça peut faire un cadre bleu, donc vous savez que vous êtes en train de streamer et que ça marche. Donc enregistrement sortie HDMI, donc on a les infos, donc je ne vais pas rentrer dedans sous risque de encore avoir des problèmes avec mon enregistrement, mais là j'ai mis les informations HDMI, donc ce qui s'affiche en haut de l'écran, c'est des choses qui ne devraient pas être là. Typiquement lorsque vous enregistrez via votre enregistreur externe, vous ne voulez pas enregistrer bien évidemment les informations, parce que sinon vous ne pouvez pas filmer correctement. Et donc vous avez ça, si vous le mettez sur off, vous aurez votre enregistrement que vous avez demandé sur votre enregistreur externe tel quel. Là, la sortie son sur HDMI, donc voilà, sachant que apparemment il y a du délai là-dessus, donc c'est un petit peu dommage. Hop, affichage agrandi, donc on a plusieurs types d'affichage. Hop, puis voilà. Je sais pas pourquoi je suis sur mode 2, mais en plus ça ne doit pas marcher avec les choses que j'ai choisies là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a le mode ventilateur. Donc je crois que c'est le mode de base, si je me trompe pas. Refroidissement de l'appareil.
Le ventilateur sera désactivé s'il n'est pas nécessaire. Ok, d'accord. Donc là, c'est pour faire le moins de bruit possible en automatique. Et donc là, vous pouvez le forcer à marcher soit vite, soit normal, soit slow. Fast, c'est typiquement si vous êtes sûr qu'il fera vraiment très très chaud et que vous voulez pas avoir de problème. Mais évidemment, le risque, c'est d'avoir une prise de son qui captera le son du ventilateur de l'appareil photo. Et donc, si vous entendez un son de ventilateur ici, c'est pas le S5 Mark II X, c'est mon enregistreur externe qui fait un bruit de malade. D'ailleurs, les batteries, elles sont en train un petit peu de partir. Là, donc reprise de position d'objectif on. Donc, j'ai souvent eu des petits conflits avec des gens là-dessus. Alors, ça, comment dire ça? Ça conserve la position de l'objectif, donc de la mise au point, comment dire ça, lorsque vous le rallumez. Mais du coup, c'est parce que ça se ferme, en fait. Certains objectifs se ferment quand ils s'éteignent, et donc ça permet de remettre là où c'est. Donc voilà, c'est un peu un bouton à... Enfin, comment dire ça? Une option à double usage. Tac, tac. Bouton FN de l'objectif Focus Stop. Donc si vous en avez un, vous pouvez enregistrer. Et d'ailleurs, c'est bizarre que le bouton ne soit pas indiqué dans la sélection FN, mais comme vous le voyez, c'est ici. Un truc assez intéressant, c'est que le contrôle de back peut être non linéaire, linéaire, et vous pouvez programmer en plus le nombre de degrés que vous utilisez, ce qui est assez génial. Si vous trouvez que ça va trop vite, voilà, vous changez le nombre de degrés à maximum, et vous faites absolument ce que vous voulez, sans aucun problème avec. Et c'est très très bien. Donc micro-ajustement AF, normalement il ne devrait pas y en avoir sur des objectifs modernes, ou sur des appareils photo modernes, puisque c'est le capteur directement qui fait l'autofocus, donc il n'y a pas de problème, mais le cas échéant, vous pouvez le faire ici, et donc vous pouvez le faire par optique, mais moi j'y toucherai pas, puisque ça va très bien sur mon appareil photo. Confirmation, info, objectif, oui. Alors ça doit peut-être être, lorsqu'il affiche, parce que ce qui est intéressant aussi dans le S5 Mark II X, c'est qu'il affiche directement le zoom dans le viseur lorsque vous zoomez. Donc la focale est instantanément décrite dans l'appareil photo. Vous n'avez pas juste à regarder que vous êtes à 24 mm en regardant sur votre objectif, ce qui est vraiment bien. Hop, donc info orientation verticale vidéo, donc j'ai mis sur oui. Hop. Et donc on a fini avec tout ça. Donc c'est ici que vous allez avoir vos informations et les gestions de cartes. Donc bien évidemment ça c'est formater la carte. La fonction double slot. Donc moi j'ai mis enregistrement séparé photo vidéo, mais vous pouvez avoir l'enregistrement simultané et ce qu'on appelle l'overflow ou le passage d'une carte à l'autre lorsqu'elle est pleine. Donc on a la destination des JPEG et des RAW, ce qui est plutôt sympa, hein, puisque si vous faites que de la photo, vous pouvez mettre JPEG RAW dans des cartes différentes. Mais moi, comme je fais de la vidéo, je préfère avoir JPEG et RAW d'un côté et vidéo de l'autre. Et ici, on a la possibilité de mettre l'USB SSD. Donc c'est ici que vous pourrez, comment dire ça, si vous avez besoin de votre ProRes, de mettre, comment dire ça, USB SSD. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que lorsque vous déconnectez l'USB SSD et que vous rallumez l'appareil photo, eh ben, il va instantanément vous demander si vous voulez revenir sur les cartes. Donc il va directement vous ramener sur cette option-là. Ce qui est plus facile que de revenir dans les menus, parce que sinon vous pouvez pas, et c'est peut-être un petit peu dommage, ça switch pas automatiquement sur les cartes quand il n'y a plus l'USB SSD. Après, c'est peut-être plus pour que ça évite de faire le truc où ça se remet sur les cartes, mais en fait non, je voulais remettre mon SSD, donc il faut que je revienne dans les menus pour remettre le SSD. Voilà, c'est un choix. Donc on peut régler les paramètres de dossier. J'ai jamais créé de nouveaux dossiers, donc vous pouvez faire ça, enfin là-dessus. Hop. Puis voilà, donc on peut sélectionner du coup des dossiers, à mon avis, en fonction de ce qu'on a choisi. Donc il faut en avoir deux pour pouvoir choisir le dossier qu'on veut. Renumérotation de fichiers. Ah oui, on peut carrément s'amuser à, comment dire ça, à renommer ces fichiers, tout simplement. On peut mettre les infos de droit d'auteur. Alors, comme vous pouvez vous dire, mais c'est quoi la différence entre les deux ? Le droit d'auteur, c'est la personne, la propriété intellectuelle à qui appartiennent les photos, et l'artiste, bien évidemment, c'est vous.
Et donc vous pouvez être les deux, ou pas. Mais généralement, comme c'est votre appareil photo, vous serez plus l'artiste que la propriété intellectuelle. Ou si vous donnez votre appareil photo à quelqu'un d'autre, ça peut être ça. Et voilà. Hop, donc on a la gestion de l'économie d'énergie, et je viens de m'apercevoir que, en effet, j'ai jamais remis le mode veille. Ce qui est un petit peu dommage, c'était pour user les batteries, pour voir en combien de temps elles se rechargeaient. Hop, mode veille, Wi-Fi, voilà, donc il y a possibilité de mettre sur on ou off, et donc des activations de l'écran. Économie d'énergie, donc j'ai mis off, et il y a quoi comme option? Ok, ça je ne le ferai jamais. Mode d'activation, contrôle panel. Ok. On a la gestion de la température. Alors, je le mets toujours sur haut, parce que bah, j'ai envie qu'il performe le mieux, puis sur mes tests, ça me permet de savoir à quel niveau il marche. Bah, déjà, l'appareil photo marche vraiment très bien. Mais il y a une autre raison sur cet appareil photo-là de faire ça, c'est que si vous voulez utiliser le 6K plus de 30 minutes, vous êtes obligé de le mettre sur high, sinon vous aurez une limite de 30 minutes, et vous ne pourrez pas passer au-delà, tandis que lorsque vous êtes sur high, vous pouvez passer au-delà de ces 30 minutes et enregistrer tout ce que donnera la carte en général. Et donc sur une SDV90, je pense que c'est l'appareil photo se décharge avant d'avoir utilisé toute la carte, ce qui est plus d'1h40. Donc fréquence d'affichage, on a soit 60, soit 30, donc l'écran, et du LVF, j'ai préféré privilégier la qualité, voilà, priorité d'image, et là donne la priorité. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, ce qui est dommage, c'est qu'ils disent pas où est l'avantage de... Enfin, à moins que je me sois trompé. Voilà. Ils donnent pas, ils disent pas qu'est-ce que ça apporte d'avoir la priorité à la vitesse. Bon, normalement, c'est la vitesse, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment fou. Paramètres de l'écran, donc luminosité, je ne toucherai pas à ça, mais si vous voulez, c'est là-dedans. Luminosité de l'écran auto, bien évidemment. Détection de l'œil, sensibilité eye. Alors, ça peut être intéressant de le mettre sur low parce que ça arrive que je mette mon doigt très loin de l'écran, donc là ça l'a pas fait, parce qu'il doit être sur HDMI et le détecteur s'affiche quand même. Donc on peut ajuster la jauge de niveau, c'est intéressant ça. Je le ferai pas hein, parce que je vois pas pourquoi. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, il y a plein de choses intéressantes dans le boîtier, c'est que, donc moi j'ai enlevé le bip AF, parce que le bip AF marche aussi en AFC, ce qui est très ennuyeux et ce qui ne sert à rien, parce que ça veut dire que l'AF bip, juste quand vous mettez au point, mais comme c'est de l'AF continu, vous voyez un petit peu où est le problème. On a la tonalité ici, qu'on peut choisir. C'est parce que je l'ai pas mis. Volume du déclencheur, hop, on a tonalité, donc on a plein d'options, voilà, c'est ça, pardon. Volume du déclencheur électronique, pardon, parce que la plupart des autres appareils photo non professionnels n'ont pas de bruit de déclencheur électronique. Le R5 n'en a pas, le A7 IV n'en a pas, et donc c'est plutôt pas mal, surtout quand on va à 30 images par seconde, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. On a le volume du casque, donc ça on l'a déjà vu. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que ça ira. Sinon j'en ai une à côté. Du coup, voilà. Enregistrement de contrôle de son. Donc on a plein de choses. Ça c'est marrant, je peux faire ça en lecture, alors que j'ai pas tout ça. Vous avez vu, donc il y a streaming, mais je vais pas forcément rentrer dans le détail. Donc vous voyez que streaming c'est ici, fonction streaming direct en Wi-Fi. Voilà, soit j'en ferai pas de tuto là-dessus, mais je vais pas vraiment m'étendre parce que c'est souvent très long à faire et c'est assez laborieux, hein, je dois le dire. C'est vraiment des trucs qui soient vraiment très très bien préparés. Hop, Bluetooth, voilà, on a tout ce qu'on a ici, donc il doit sûrement y avoir une application qui va avec. USB, tata. Donc on peut choisir si on veut alimenter ou pas, et si on veut se connecter à l'Ethernet avec. Donc on peut choisir le mode aussi, voilà, donc connexion, PC storage,
Et tout le tralala, bah, ce qui va faire bien évidemment automatiquement à chaque fois qu'il se connecte sur un truc, par exemple sur le Ronin. Hop. Priorité batterie, impossible de régler, donc voilà. Connexion HDMI, voilà. Et ça qui est un petit peu perturbant, c'est que tout à l'heure on a vu un truc HDMI, mais le réglage de ça ne va pas avec au final. Et c'est un petit peu étrange. Je sais pas pourquoi il s'affiche en bleu le truc. Donc on a l'assistant de visualisation qui est forcément sur on. Aperçu HLG auto. Voilà, on a ça. Niveau de luminance photo. C'est ça qui est bon. Puis voyant de connexion internet on. Puis voilà. Je sais pas. C'est juste un truc que j'ai fait ou pas là. Ok. Et donc voilà à peu près tout ce que vous pouviez voir sur, dans l'appareil photo qui est disponible et un peu comment j'ai réglé l'appareil photo. Donc il y a peut-être quelque chose que je vous ai pas montré. Bah non, j'ai pas fini. Le mec il est bête. Donc voilà, j'ai pas fini. Donc on a les réglages personnalisés qui sont ici. Donc Custom C1, C2, C3. Comme vous voyez, on peut les renommer. Donc j'ai fait test custom machin. Non. Et donc voilà, on peut paramètres mode personnalisé, voilà. Donc, et donc on peut tout faire un petit peu ce qu'on veut ici. Hop. Sauvegarder, on peut restaurer, voilà. Là on a tous les réglages, donc le réglage de base de l'horloge. Donc si j'arrive ici, voilà, c'est les dates. En fait c'est tout ce que vous verrez au début, lorsque vous arrivez avec l'appareil photo. Ça c'est bien pour savoir dans quel mode vous serez lorsque vous êtes en vidéo. Donc vous avez la capacité de vous mettre en NTSC, PAL et cinéma. Donc en fait toutes les options, il y en a quand même encore plus qui sont disponibles. Hein. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu un truc lorsque vous êtes en vidéo. On a le rafraîchissement de pixels qui permet, si vous avez des pixels chauds ou des stock pixels, de les corriger. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est mieux de le faire à froid. Nettoyage de capteur, donc on peut nettoyer le capteur. Il ne le fait pas tout seul. C'est ça qui est assez étrange. On a bien évidemment la langue qui est ici, le français. Et la version du micro-logiciel, c'est celle de base, donc la version 1, puisqu'il n'y a pas encore eu de firmware sur le S5 Mark IIX. Puis voilà, donc moi qui croyais avoir oublié des... Enfin, qui avait oublié des trucs, bien évidemment. Hop. Et voilà, donc sauvegarder, rétablir... On peut les enregistrer. Ça qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer aussi ces réglages sur la carte SD pour pouvoir après les mettre sur d'autres appareils photo. Donc c'est, tous les réglages pourront passer d'un appareil photo à l'autre, ce qui est plutôt pas mal. Hein, si vous voulez pas régler 3 S5 Mark IIX, vous en réglez un seul et vous sauvegardez les paramètres de l'appareil photo là-dedans. Voilà. Et donc moi, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu, ou du moins, comment dire, ça a permis de découvrir un petit peu plus l'appareil photo. Et donc moi, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le boîtier, où je pourrais un petit peu plus répondre dans le détail. Parce que si vous avez une question assez précise, je pourrais assez facilement aller chercher et voir ce qu'il en est. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.